Savez-vous qu'une bibliothèque et un octogone, voire un ring, ne sont pas si éloignés que ça? Ce sont deux endroits où la personne qui s'y trouve se sent véritablement comme un poisson dans l'eau. J'ai eu l'honneur de discuter avec une personne qui partage sa vie entre ces deux univers que tout le monde voit, à juste titre, opposés. Elle s'appelle Marie Loiseau. Et croyez-moi, elle a un parcours et une personnalité fascinants. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 22. Alors bonjour Marie. Salut Saïd. C'est un honneur pour moi de te recevoir, ça fait super plaisir. Bon, on a mis du temps, c'est vrai, on va pas raconter, mais on a mis du temps. Et c'est un énorme plaisir de t'avoir dans le podcast L'Arène et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, c'est un plaisir partagé. Alors, avant que je te pose des questions sur ta vie, sur ce que tu es, qui tu es, etc., moi j'ai l'habitude, tout simplement, je te laisse te présenter pour le grand public, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ou ceux qui te connaissent mais qui ne savent plus ce que tu fais. Ok, du coup, moi je m'appelle Marie Loiseau, je suis combattante professionnelle de MMA. J'ai un parcours sportif où j'ai commencé les sports de combat avec plutôt le taekwondo, qui est une discipline qui utilise plutôt les jambes. Voilà, j'en ai fait pendant pas mal d'années à l'international, à haut niveau. Et en fait, je me suis un peu lassée et je cherchais un petit peu ma voie et j'ai rencontré le MMA. J'ai tout de suite accroché. Et de là, voilà, un début de carrière en amateur et après professionnalisation dans la discipline et on en est là. Voilà. Alors, du coup, ça fait combien de temps que tu es dans les sports de combat? Depuis petite? Ouais, j'ai l'impression d'avoir fait du sport toute ma vie et c'est un peu le cas, j'ai commencé petite, mais les sports de combat, on va dire, ça va faire une quinzaine d'années. D'accord. Et alors, du coup, tu as commencé par les sports de combat quand tu étais jeune ou... Non, rien à voir, j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps. En fait, un peu ce qui est commun à tout ce que j'ai fait comme sport, c'est que j'ai toujours fait de la compétition. En fait, j'ai toujours été une compétitrice. Ça a toujours été, en tout cas, un leitmotiv dans ma pratique, c'est que j'ai toujours voulu me challenger. Donc, ça, même le MMA, je voulais pas du tout au départ. J'étais partie pour faire du loisir et manque de bol, ou tant mieux. Mais en tout cas, j'étais pas partie pour ça. Et en fait, un peu ma nature m'a rattrapée dans ce sport-là, quoi. Et maintenant, c'est un gros kiff. Hein. Ouais, Je alors regrette. ouais, c'est ça. Mais Alors, du coup, tu as commencé gymnastique. Après, tu ouais. es parti sur autre chose? Après, j'ai un peu fait de boxe anglaise, mais vraiment un peu en dilettante. J'ai eu quelques années où je savais pas trop quoi faire. Et après, j'ai fait du taekwondo et après du MMA. Voilà. D'accord. Ouais, donc tu es Ouais. venu assez rapidement après dans les sports de combat. Tu as Ouais, quand commencé à même. toucher. Ça m'a toujours branché, ouais. Ouais. Taper, ouais, c'était pas mal au départ. Ça permet de se défouler, quoi, en fait. Quand t'es jeune et tout, c'est vraiment un bon exutoire. En tout cas, moi, je le voyais comme ça au départ, quoi. Ouais, voilà, ça allait être ma question. Est-ce que c'était un exutoire pour se défouler ou est-ce que c'était, on sait jamais, parce que tu as, je sais pas, moi, à l'école, il y a eu, on t'embêtait, etc. Et tu t'es dit, moi, je veux me défendre. Ouais, non, c'est plus au niveau de l'énergie, de pouvoir un peu s'exprimer, de pouvoir un peu relâcher les tensions. Puis t'es jeune, t'es un peu voilà, torturé par plein de trucs, tu sais pas, tu te poses des questions. Et c'est vrai que ça a toujours été un endroit un peu safe, en tout cas, ou un endroit où voilà, tu mets ton cerveau de côté, t'appliques la technique et tu te défoules, quoi. Vraiment, ça décharge de plein de tensions. Et du coup, ça a toujours été voilà, un moyen pour moi de me sentir bien, quoi. Ça a toujours évacué voilà, tout ce qui n'allait pas dans ma vie à côté. Et la question que j'aime bien poser, mais est-ce que tes parents et ta famille étaient d'accord pour que tu te lances dans les sports de combat? Déjà, je suis une fille, donc après, si j'étais un garçon, je pense que ça aurait moins. Ça pose pas de problème. C'est pas, on m'a jamais empêché de. Puis je suis arrivée tard quand même. Du coup, j'étais pas une enfant qui décide de faire de la boxe, mais non, j'ai toujours plutôt été soutenue. Après. Ma mère, elle viendra jamais me voir faire des combats dans la cage, ça c'est sûr. Ça allait être... Même mes frères, ils sont pas chauds. Donc non, il y a un peu une appréhension sur la réalité un peu et la violence, voilà, qui est assimilée à la cage. Donc, mais non, plutôt du soutien de la part de ma famille, même en étant une femme.
dans un sport de mec. Et justement, alors ça, c'est les questions que j'aime bien poser parce que c'est parfois un peu cliché, mais justement, c'est pour les casser, ces clichés. T'étais pas garçon manqué? Ben... Ah J'aime pas trop l'expression garçon manqué parce que ça voudrait dire que voilà, il manque un truc à un garçon, alors que moi je me réalise en tant que femme avec une forme de féminité qui est peut-être pas acceptée, enfin qui est peut-être pas la norme, on va dire, sur une petite fille un peu coquette, apprêtée, etc. Mais je valorise plutôt justement différents types de féminité en me disant que voilà, enfin que chaque femme a sa place, sa manière de s'exprimer et voilà, même si ça correspond pas, je trouve que les femmes sportives sont hyper belles, mais chacun ses critères, tu vois, c'est un peu donc je sais pas si j'étais garçon manqué, en tout cas certainement atypique par rapport au reste des filles de mon entourage, ça c'est sûr, ouais. Et justement, les filles, à l'époque, quand elles voyaient que tu te mettais au sport de combat, etc., est-ce qu'elles te disaient, tiens, bah, finalement, moi aussi, j'ai envie de m'y mettre, est-ce que tu leur donnais envie? Je pense que en fait ouais ça fait partie, je pense que les filles sont un peu inspirées quand elles voient des modèles, forcément elles peuvent se projeter aussi dans voilà la représentation, etc. Après, il y a toujours la difficulté de passer à l'acte entre voilà ce que tu vois, ce que tu kiffes, ce que tu aimerais bien faire, et après vraiment passer à l'acte de rentrer dans une salle de MMA ou d'un autre sport de combat et d'y aller vraiment. Il y a un peu du passage à l'acte qui est un peu difficile, mais plutôt toujours un peu un rapport plutôt positif avec les filles, plutôt soit de l'inspiration, soit en tout cas dans les retours que j'ai ou des encouragements, etc. Et ça joue beaucoup parce que quand tu es une fille dans les sports de combat, tu dois un peu struggle quand même pour trouver un peu ta place, tu te sens pas forcément légitime, et d'avoir aussi le soutien de femmes en dehors, eh ben, ça t'aide. En fait, ça t'aide aussi à continuer à avancer et à être sûr de ton choix, enfin, à te dire que oui, ça vaut le coup, en fait, et je peux avoir ma place. Et c'est vrai que moi, dans mon parcours, c'est super déterminant, le soutien d'autres femmes et la représentation d'autres femmes comme exemple. Est-ce que quand tu étais jeune, tu as eu un manque de modèles, par exemple, féminins, justement? Ouais, carrément. Carrément. J'ai trouvé ça hyper tard. Moi, je trouvais ma propre motivation seule parce que voilà, j'avais des raisons intrinsèques pour me motiver, etc. Mais par contre, ouais, ça manque. Ça manque de pouvoir se projeter, et je pense que c'est ce qui me manque maintenant un peu moins, mais avant, pour avoir de l'ambition, par exemple, de pouvoir se projeter en tant que carrière sportive, etc., dans les sports de combat, en fait, l'absence de modèle crée aussi ce manque d'ambition, je pense. En tout cas, je parle pour moi. Et je pense qu'il y a un peu un rapport aussi avec ça. Et c'est pour ça que je suis plutôt à militer, on va dire, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes et plus de représentation pour que bah voilà, des jeunes filles ou des ados, etc., puissent se projeter et se dire, bah oui, c'est possible, en fait, se réaliser en tant que femme dans un sport de combat professionnellement, ou en tout cas d'avoir une carrière et d'avoir de l'ambition dans ça. Donc, Je vais revenir après sur ça, sur ce passage après, parce que j'ai gardé cette petite partie, je le sais que c'est important. Mais je vais revenir justement sur ta carrière un peu de combattante. Donc, tu as fait du taekwondo, plus, parce que tu m'as dit que tu avais fait un peu de boxe anglaise, etc. Mais c'est surtout du taekwondo. Jusqu'à où tu t'es arrêté? En taekwondo? Ouais. Je me suis arrêtée. En fait, on faisait partie c'est un système de championnat. Et du coup, bah, tous les ans, tu as les championnats. Du coup, j'allais jusqu'au championnat de France. Et après, j'ai fait. On faisait partie d'une équipe régionale et on était sparring pour l'équipe de France à l'INSEP. Du coup, on participait aussi à la préparation des compétiteurs et compétitrices à l'INSEP. Et après, des compètes internationales. Voilà, un peu partout, un peu comme ça existe dans toutes les disciplines, quoi. Tu vas à l'autre bout de la République tchèque pour faire ton open. Donc voilà. Donc j'ai tâté un peu tout ce terrain-là, national, international, voilà, dans les domaines des compétitions en taekwondo. T'as pas pu faire les JO? Ah non, je pense que j'étais déjà trop âgée. Je pense que le taekwondo, c'est très jeune et ça s'arrête assez vite. Après 30 ans, il n'y a plus beaucoup d'athlètes. C'est tellement un sport explosif que, en fait, physiologiquement, tu n'y arrives plus, mais c'est juste parce que, en fait, ton corps est plus programmé pour ça, quoi. Ça demande énormément d'explosivité. Ce que tu n'as plus en vieillissant. Tu as d'autres capacités physiques, mais tu n'as plus trop cette. Tu en as, mais pas suffisamment pour continuer et performer en taekwondo. Bah, alors, tu passes d'un sport explosif comme le taekwondo
à un autre sport explosif finalement. Enfin, Bah, comment à quel niveau explosif en termes d'image, peut-être, parce qu'en vrai, ça se rapproche pas trop. Il y a des phases explosives dans le MMA, mais ça fait vraiment pas partie enfin, ça concerne pas toute la discipline et toute la pratique. Il y a vraiment beaucoup de phases qui sont des phases d'attente, entre guillemets, enfin, toutes les phases de préhension où ça demande aussi l'explosivité, mais enfin, disons qu'il y a un rythme un peu particulier où ça demande pas sur 5 minutes, tu pourras jamais être complètement explosif. Donc, tu gères ton temps avec justement en alternant des phases d'explosivité, quoi. Mais pas autant que taekwondo. Non, je ne serais pas là. À mon âge, je ne serais pas là. J'y arriverais pas. Et c'est comme dit un de mes coachs, c'est une discipline à maturité tardive, le MMA. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui peuvent continuer aussi parce que les ressources physiologiques sont adaptés. D'ailleurs, tu vois beaucoup dans le MMA, c'est assez tard. Les profils, tu as des gens qui, plutôt à partir de 30 ans, qui commencent vraiment à performer, quoi. Et moins avant. Donc, c'est vraiment spécifique un peu à cette discipline. C'est ça qui est chouette et qui est intéressant, quoi. Cette maturité un peu tardive de cette pratique. Ça fait combien de temps que tu t'es mise au MMA? Là, ça fait 5 ans. 5 ans. Et tu as quel âge, si on peut poser la question? J'ai 41 ans. Ouais, donc, tu vois, en fait, c'est une nouvelle jeunesse. Une seconde jeunesse, on peut dire. Si tu veux, ouais, on continue. Pour moi, il y a une continuité dans le parcours. Après, tant que je me dis, voilà, tant qu'il y a du plaisir à s'entraîner et tant qu'il y a une marge de progression, justement, ce sport permet de continuer à évoluer. Et après, voilà, le parcours de chacun et de chacune est différent et selon, voilà, ses aptitudes physiques, selon son envie, selon plein de déterminants. Mais en tout cas, c'est possible d'aller assez tardivement dans cette discipline et de pouvoir continuer à performer. C'est kiffant, quoi. C'est ça que je trouve beau. Voilà, enfin, tu me dis qu'il n'y a pas, enfin, entre guillemets, pas d'âge. Ouais, jusqu'à 45 ans, en gros, on peut être dans une cage. Et alors que tu te dis qu'il y a d'autres sports à 35 ans, on te vire parce que tu es à la retraite, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ouais, en haut niveau. Après, ouais. tu peux pratiquer le MMA toute ta vie, je pense. Hein. Ouais. Toutes les disciplines, tu peux les pratiquer. Après, en termes de compétition et de haut niveau et de performance, ouais, je pense à un moment, ça s'arrête. Mais tu peux en faire toute ta vie, en loisir, en amateur, etc. Donc, c'est cool. Et donc, toi, alors là, comment ça se passe? Tu as fait 5 ans de compétition, enfin de MMA. Au niveau des compétitions, t'en es où? Eh ben, du coup, moi, j'ai commencé en amateur assez vite, au bout de la première année. Et du coup, j'ai fait quelques combats en amateur et je suis arrivée quand même assez rapidement en professionnel. Et du coup, là, je suis à 5 combats professionnels. D'accord. Voilà. Tu combats dans une organisation ou, enfin voilà, parce que comme c'est une organisation. Je n'ai pas de contrat signé avec une organisation. Ce qui se fait beaucoup maintenant des multi-fights. C'est-à-dire, tu signes un contrat pour minimum 3 combats. Et pour l'instant, je n'ai pas encore ce genre de contrat. Pourtant, là, c'est encore à droite, à gauche. C'est à la proposition. Il y a ci, il y a ça. Si tu veux y aller, tu y vas. Mais du coup, il n'y a pas d'organisation avec qui je suis affiliée. D'accord. En France, il y a eu la légalisation depuis, en gros, enfin, je ne sais pas si on dit légalisation ou… Légalisation, ouais. Du MMA depuis janvier 2020. Est-ce que, justement, pour toi, ça a aussi été une sorte de libération d'avoir ton sport, ta discipline, qui est enfin légalisée et reconnue? Ben, en fait, je pense que le jour de la légalisation et même les semaines et mois après, tu te rends pas forcément compte. Je pense que c'est maintenant un peu qu'on va réaliser que avec les premiers galas et organisations qui mettent en place des galas, de réaliser que oui, du coup, ça change un peu la donne parce que déjà, il va y avoir plein de combattantes qui vont vraiment pouvoir s'exprimer, qu'il va y avoir un vivier français qui existe déjà, mais qui va pouvoir beaucoup plus s'exprimer et prendre de l'expérience sur des compétitions à domicile, avec beaucoup plus de possibilités de combat. Et je pense que ça a accru ça, en fait, cette légalisation, le fait d'avoir de l'expérience et de développer la discipline, même à tout niveau, que ce soit en loisir, en amateur, etc. Donc, ouais, une forme, enfin, moi, je dirais pas libération, je pense que ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas avant. Et de structurer une discipline qui était pas structurée, en fait. Du coup, il n'y avait rien, c'était un peu freestyle. Donc, un peu chacun faisait sa sauce de son côté et il y avait des éléments qui
voilà, qui performaient à l'étranger, etc. Là, je pense que ça va permettre d'uniformiser et que vraiment d'avoir des super combattants et voilà, enfin de rencontrer, enfin ouais, voilà. Je pense que ça va permettre beaucoup d'ouverture, je pense. Et tu dis super combattant, mais moi j'intègre aussi les super combattantes parce que Ouais. en France, mine de rien, non mais en France, mine de rien, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais on a un vivier énorme de combattantes en plus. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, j'ai l'impression. Alors après, j'ai pas de stats. Après, c'est que mon expérience empirique par rapport à voilà dans mon club et dans d'autres clubs, etc. Il y a pas mal de filles. Après, ce qui manque aussi, c'est de leur laisser encore l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir voilà qu'il y ait des galas où le matchmaking est pas forcément évident. Il y a pas forcément, moi en tout cas, j'ai l'impression de rencontrer encore des petits freins. Qui sont présents dans, par exemple, l'organisation, qui sont culturelles, hein, qui sont aussi liées à la société dans laquelle on vit, mais de dire, voilà, la place qui est, par exemple, dans un gala, autant de meufs, autant de combats de combattantes que de combattants, ça n'existe pas encore, tu vois, c'est encore, il y a encore c'est la majorité, ce sont des combats masculins. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de combattantes, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités encore, peut-être. Et voilà. Ouais, il faudrait, c'est vrai que mettre en place un peu une sorte de mixité pour qu'on ait trois combats de femmes et trois combats d'hommes pour voilà. Après, c'est une nouvelle discipline, c'est assez récent. Donc, il faut vraiment laisser le temps aussi que ça émerge, qu'il y ait une visibilité, surtout en France, que voilà, que des filles peuvent se projeter et se dire qu'elles puissent faire voilà, combattre aussi. En fait, le fait de voir qu'il y a des perspectives, ça permet de passer à l'acte et de commencer à pratiquer et après de se mettre aussi à la compétition. Et je pense que ça va jouer dans les années qui arrivent, donc c'est chouette, je pense. Ça va bien se développer. Faut juste bien développer la discipline. L'avantage qu'on a, peut-être, enfin, que vous avez dans votre discipline, c'est que la grosse, comment dire, je vais dire la grosse entreprise, n'importe quoi, la grosse organisation, l'UFC, elle commençait à comprendre qu'il fallait mettre en place des combats féminins et surtout les mettre en main event. Ça a été compliqué à l'époque. Dana White avait vraiment du mal à le faire. Et là, on le voit. Et le fait que l'UFC, normalement, veuille débarquer en France, ça peut vous aider aussi, mine de rien. Ce qui est sûr, c'est que là, depuis quelques temps, à l'UFC, il y a de plus en plus de combattantes. Ça, c'est évident. Il y a de plus en plus de combats. Comme tu dis, il y a de plus en plus de valorisation en les mettant en main event, d'avoir compris. Alors, je pense que c'est sur un point de vue d'argent, quoi. Je pense que ça rapporte. Ils vont pas les mettre si ça rapporte pas. Mais ouais, c'est de plus en plus, ouais, il y a de plus en plus de visibilité. En tout cas, l'UFC développe ça, alors que vraiment, au départ, comme tu dis, Dana White, la première, enfin, il voulait pas, il a dit officiellement qu'il y aurait jamais de femme qui combattrait à l'UFC, et c'est vraiment grâce à Ronda Rousey qui a forcé le passage, qui a vraiment ouvert la voie, et voilà. Mais au départ, ouais, lui, il s'en fout qu'il y ait des meufs qui combattent ou pas, hein. Franchement, lui, il fait son business, mais là, il a vu, je pense que voilà, que mettre des femmes, ça rapportait de l'argent aussi, donc tant mieux, vu que c'est un sport spectaculaire et qui marche, voilà, que c'est un gros business. Tant mieux. L'UFC, ça te tenterait d'ailleurs enfin, je n'avais même pas cette question, mais. Comme tu dis, moi, comme je disais au début, moi, je me suis jamais vraiment projetée avec beaucoup d'ambition, on va dire. Du coup, ça a été toujours un peu un parcours étape par étape. Donc, en fait, j'étais déjà super contente à chaque organisation où j'ai combattu. J'étais super contente de combattre. Et en fait, c'est après, quand tu connais un peu le milieu, je connaissais pas du tout le MMA. Donc, tu découvres, ah oui, tu dis, ah d'accord, il y a ça qui est connu. Enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, j'ai un peu découvert en même temps le milieu, en même temps que ma pratique. Et ça m'a jamais, en fait, pour moi, ça n'a jamais été le Graal. Parce que voilà, je prends étape par étape et je pense qu'il faut pas griller les étapes. Et surtout, ça dépend pas de moi si je vais un jour à l'UFC, s'il y a trop de paramètres, déjà combattre dans une orga, c'est difficile. Alors voilà. Et je pense qu'il vaut mieux être, voilà, prendre les choses comme elles viennent, avoir un peu d'ambition, mais de surtout se dire, il arrivera ce qu'il arrivera. Et si c'est telle organisation, tant mieux. Après, voilà. Certains ont ça comme but et tant mieux, c'est pas du tout un jugement, mais moi ma manière de prendre les choses c'est plutôt étape par étape et voilà, et être à l'écoute de moi-même en fait et de voir ce qui arrive, parce que vraiment je te dis
la réalité d'une combattante, d'un combattant en MMA, c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de toi sur sur le fait que tu combattes dans la cage le jour J. Hein. Il y a énormément de paramètres, que ce soit déjà que ton manager fasse le taf, que tu sois, enfin que l'organisation soit intéressée par toi, que le combat se fasse en sachant qu'un combat peut être annulé 2 jours avant pour blessure, etc. Il y a plein de choses qui font qu'un combat, quand tu arrives le jour J dans la cage et que ça se passe, ah ouais, tu peux, tu peux remercier, tu peux être vraiment contente parce que ouais, tu sais les galères que ça implique d'y arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de toi. C'est pas juste tu t'entraînes et on t'appelle et tu fais un combat. Non, non, c'est vachement plus obscur que ça, la réalité. Donc voilà, faut faut avoir des rêves, mais faut aussi coller à la réalité du sport, quoi. Justement, là, j'allais te demander, c'est quoi, toi, ton quotidien entre entraînement, je sais que tu donnes des cours Ouais. également de MMA aux femmes, on en reviendra justement, on en a pas évoqué tout à l'heure, mais en plus de ça, t'es pas qu'une combattante MMA. Non, j'ai un travail. Eh oui. Je l'avais dit ce que je faisais ou... Ouais, mais je te laisse l'annoncer. En plus, j'ai écouté ton podcast qui disait ouais, les combattants ont aussi un cerveau, les combattants. Et du coup, ouais, moi, à côté, je travaille dans une bibliothèque. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Mais, ça paye mon loyer. Mais ouais, c'est difficilement. Je connais peu de gens qui vivent de ça. Donc, je pense qu'il y a un métier qui ont autre chose à côté pour pouvoir payer le loyer, quoi. En France, ouais, il y a peu de gens qui vivent du MMA. Mais alors toi, tu es bibliothécaire et combattante, donc tu es dans les livres, c'est très reposant, très calme, tu es dans ton imaginaire, et d'un coup, tu rentres dans l'octogone et oh, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent rien, mes collègues. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, je sais pas. Écoute, c'est peut-être deux faces de la même pièce. Je sais pas. En tout cas, ouais, ça me convient bien. Hein. Bah, je pourrais pas faire un truc. Les entraînements, ça demande tellement voilà, d'énergie, etc. Je pourrais pas faire un taf aussi qui soit physique. Et du coup, ça me permet aussi de réguler un peu l'énergie toute la semaine pour pouvoir être performante à l'entraînement et au travail aussi, tu vois. Du coup, ce sera facile d'écrire un livre sur tout ce qui s'est passé dans le MMA pour toi après. C'est ça le but. Ah, j'ai trouvé, j'ai l'exclu. Prochainement dans vos librairies. Ouais. Ouais, bah ouais. Et puis, ouais, du coup, à côté aussi, je donne des cours. Du coup, je suis coach en MMA pour les femmes. Du coup, dans des cours que pour les femmes. Et ça marche assez bien. Et en fait, j'ai plutôt des retours super positifs et ça va grandissant le nombre de personnes, enfin, en tout cas, de femmes qui s'intéressent à ces cours-là, quoi. Et du coup, ça me conforte dans le fait que ouais, il faut vraiment développer à ce niveau-là et qu'il y a un public, il y a des femmes qui ont envie après de passer à l'acte. Justement, il faut rendre accessible la discipline et ça passe peut-être par justement des cours qui soient au départ exclusivement féminins pour pouvoir après voilà, se confronter peut-être aux garçons, quoi. Parce que justement, ces femmes qui viennent dans tes cours, bon, elles viennent parce elles adorent sûrement ce que tu fais, c'est normal, mais elles viennent aussi parce qu'elles ont été, comment dire, elles ont été bloquées par d'autres clubs où il y avait par exemple trop d'hommes, elles étaient mal vues, enfin voilà. Pourquoi? Il y a raison. Ouais, ça arrive. Ça arrive que ce soit aussi de pas se retrouver. En tout cas, quand il y a les sparring, par exemple, c'est compliqué. Sur les drills, etc., ça va. Mais j'ai pas mal de filles qui me disent c'est compliqué les sparring parce qu'il n'y a pas de poids qui correspondent au mien. Au niveau de l'intensité, c'est compliqué parce qu'un mec, il a l'air de moins contrôler son corps qu'une fille. En tout cas, en puissance, quelqu'un qui va être un peu plus lourd, etc., de gérer ça face à quelqu'un de plus léger, c'est compliqué. En tout cas, c'est un espace et j'ai des retours sur le fait que c'est plus agréable, par exemple, de tourner en sparring avec des filles. C'est un peu plus bienveillant que dans un cours mixte. Voilà. C'est les limites. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recette magique pour chacune, mais je pense que voilà, il y a dans certaines configurations, il y a des limites. Et du coup, les cours qui sont que spécifiquement féminins, ça permet d'ouvrir un peu plus de possibilités pour les femmes, de moins les limiter, en tout cas sur certaines formes.
Rappelle-nous ton club, tout simplement, parce qu'en fait, on a même pas dit, on fait de la pub. Allez, c'est à la NR Fight. Et du coup, il y a des cours qui sont proposés à République, à la salle à République, à Tolbiac et bientôt à la Courneuve. Comme ça, si vous voulez vous inscrire. Ouais. Marie. Avec plaisir, ouais. Marie, tu as un surnom ou pas dans la cage, d'ailleurs? Non, mais après, on m'appelle beaucoup Rima, qui est Marie à l'envers. Voilà. Mais c'est bon, ça, c'est pas trop un nom de scène, c'est plus, voilà, un petit surnom. Il n'y a rien par rapport au tatouage? Il n'y a pas un surnom, il n'y a pas un truc? Non. Bah, t'as vu, je suis pas très différente. En fait, je corresponds quand même pas mal au cliché des femmes combattantes de MMA parce qu'il y en a beaucoup, t'as vu, qui sont tatouées. C'est pas vraiment la différence. Elle se situe pas trop là, quoi. Donc non, pas par rapport à ça. Est-ce que depuis que tu es dans le MMA, enfin, que tu donnes des cours, etc., est-ce que tu as vu une évolution, entre guillemets, on en parlait tout à l'heure, ce fameux cliché, même je sais que si tu l'aimes pas, je le dis juste parce que c'est cliché, hein, le fameux garçon manqué, une femme qui est pas glamour, etc., parce qu'elle combat. Est-ce que maintenant, ça commence à être adopté, le côté, une femme badass qui peut être sexy, enfin belle, enfin qui s'assume, quoi. Bah, j'ai l'impression que ça va avec en fait un peu l'évolution de la société. Maintenant, on valorise beaucoup les gens dans le bien-être qui sont fit, etc. Les gens musclés. On a un peu, disons que les normes, elles ont un peu bougé et du coup, je pense que oui, c'est un peu mieux vu qu'il y a 10 ans d'avoir des muscles, etc. C'est un peu plus accepté parce que voilà, on a plus de représentation de femmes fitées qui sont à la salle. Tu vois, c'est beaucoup plus valorisé qu'avant. En tout cas, la norme sur le corps des femmes, il a un peu changé, il a un peu évolué. Même s'il faut quand même avoir des gros seins, des grosses fesses, elles peuvent être musclées maintenant. Tu vois, c'est un peu ça la différence. Non, c'est vrai, c'est ça. Du coup, ça passe un peu mieux, je pense, lié à ça. Après, il y a des limites. Hein. Tu vois, si c'est vraiment trop musclé, ça va pas être valorisé. Il faut toujours rester quand même un petit peu dans la norme. Mais il y a une évolution par rapport à ça, ouais. Ouais, faut voir la suite après, mais c'est vrai que c'est un peu plus accepté qu'avant d'avoir un peu ce tempérament. Après, il y a toujours la norme de la féminité. Il y a un type de féminité, c'est quand même la petite meuf, pas trop forte, pas trop musclée, parce que sinon elle écraserait un mec. Et là, si ça met en danger le pouvoir masculin, c'est un peu compliqué. Donc un peu musclée, badass, mais pas trop non plus, tu vois. Ouais. Faut quand même. Qu'elle reste dans son coin, c'est ça de temps en temps. Ouais, elle peut rentrer dans la cage de temps en temps, mais bon. Non, mais bon, si ça commence à évoluer, c'est déjà bien. Ouais, je trouve que ça évolue avec la société. Mais en plus, ce qui est bien avec le MMA, c'est qu'on a vraiment pour une fois, les Américains donnent le bon exemple encore, en recrutant, en exposant vraiment les femmes et malgré qu'elles soient, malgré, c'est pas des défauts, qu'elles soient belles, peut-être un peu moins belles, tatouées, pas tatouées, lesbiennes. Enfin, on a avec Amanda Nunes par exemple. Voilà, ça commence enfin à être clairement accepté et c'est cool. Ouais. Tu te rends compte que la société elle évolue sur ça. Et du coup, le sport, il représente un peu, c'est un peu des reflets de société, quoi. Du coup, tu te rends compte que c'est bien, ça a évolué par rapport au début de l'UFC où il n'y avait pas de femmes. Maintenant, il y en a, elles peuvent être même championnes et moches et lesbiennes, quoi. Donc, c'est cool. Enfin, moche, tout est relatif, mais voilà, tu m'as compris. Quels sont tes objectifs, que ce soit en combat encore actuellement? Parce qu'on a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 45 ans chez les pros, comme tu as dit, hein, je l'ai bien noté. Et après, par la suite, par exemple, est-ce que tu as, je sais pas, tu as l'envie d'être coach? Parce que tu donnes déjà des cours, mais est-ce que tu aimerais bien coacher et emmener des gens en compétition? Ouais, alors moi, clairement, j'ai envie de continuer. Comme je t'ai dit, après, il y a la réalité en France des combats, etc. Mais bien sûr, un de mes objectifs, c'est d'obtenir une ceinture dans une organisation et voilà, et continuer à prendre du plaisir à m'entraîner et à kiffer rentrer dans la cage parce que si tu le fais sans ça, c'est mort. Donc voilà, continuer à kiffer et tant que sentir que je peux progresser, voilà, c'est hyper agréable. Après, parallèlement, j'aimerais bien développer de plus en plus les sections féminines. Et pourquoi pas aussi, moi j'aimerais bien aider à développer le MMA tout court et justement un peu dans cette optique de féminisation de la discipline, etc. Donc j'aimerais bien, vu que là la FIDE elle est en train de se mettre en place, j'aimerais bien aussi pouvoir développer à ce niveau-là.
de pouvoir prendre part justement un peu à cet moment historique dans le MMA en France, quoi. Le début d'une fédé, c'est quand même un peu enthousiasmant de se dire que bah voilà, il y a des trucs à mettre en place et c'est maintenant qu'on va déterminer un peu la suite de cette discipline en France. Donc voilà, je serais ravie de pouvoir y participer d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que tu as pu avoir je sais pas, des contacts auprès des pouvoirs publics, du ministère par exemple, pour montrer que, enfin voilà, pour être appuyé par exemple? Bah après, dans la fédé, moi, j'ai un coach qui est cadre là-bas. Donc, je connais aussi les gens qui s'occupent de la fédération. Et oui, du coup, c'est par cet intermédiaire, voilà, je pense que d'être proche, de pouvoir participer. Il y a déjà, en fait, des choses qui sont mises en place auxquelles je participe. Donc, ouais, carrément, si je peux encore plus participer, je serais contente. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, à une jeune femme, ou une femme même, parce que tu as dit qu'il y avait des femmes qui venaient s'entraîner de temps en temps, enfin, pas forcément jeunes, mais qui voudraient se lancer dans le MMA, ou même dans les sports de combat, ou même, j'allais dire, dans les sports, et qui hésiteraient tout simplement? Bonne question. Bah, je leur dirais de venir essayer, tout simplement. S'il y a une envie, faut y aller. Faut juste s'écouter et se dire j'ai envie de tester, bah viens et teste et tu verras par toi-même. Et si ça te plaît, bah continue. D'être à l'écoute de soi-même et peut-être pas tenir rigueur de toutes les voilà de tous les clichés qu'il peut avoir dessus, de vraiment et c'est ce qui se passe au cours, c'est de viens, enfin si tu as envie, viens, passe et le courage de passer la porte de la salle, parce que je pense que derrière, si tu as envie, tu n'imagines même pas tous les bénéfices que ça peut avoir pour toi dans ta vie. Vraiment, enfin, moi, je vois des meufs qui s'épanouissent grave à juste taper dans un sac et voilà, être en relation avec d'autres femmes et partager ce truc-là et de se dire, waouh, bah, on est hyper forte. Bah ouais, vous êtes forte. C'est juste, faut juste ouvrir des portes pour pouvoir le faire et voilà. Moi, je serais contente s'il y avait de plus en plus de femmes qui se disaient, bah oui, moi aussi, j'ai ce pouvoir-là, j'ai cette puissance-là et je peux l'exprimer sans me prendre la tête, sans contrainte extérieure, sans me dire, sans avoir le regard extérieur qui me dit, bah non, c'est pas ta place. Donc, c'est un peu ma mission dans le MMA, de donner du pouvoir à des femmes qui ont besoin d'en avoir. Super. Merci infiniment, Marie. C'était super cool de t'avoir dans l'Arène Podcast. Merci infiniment. Ben, merci à toi. Puis bonne continuation, parce que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir ce que tu fais, en fait, pouvoir rendre accessible, vulgariser, etc. et parler des sports de combat en général. Je trouve que voilà, ton initiative, elle est grave chouette. Voilà, j'espère que cet épisode et la découverte de Marie Loiseau vous aura plu. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et pourquoi pas aller la rencontrer pour celles qui souhaiteraient tester le MMA au NR Fight à Paris. N'oubliez pas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Google, tout ça. Partagez, likez, commentez, Instagram, parlez-en autour de vous. À très bientôt dans l'arène.